sur un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est l'école de Meyzieux qui a été incendiée et les conséquences avec ces 2 mineurs, si j'ai bien compris, qui sont en liberté. Donc on ne peut pas dire d'un côté qu'il faut des mesures strictes et de l'autre, après un incident de ce genre, des jeunes gens qui sont en parfaite liberté. Alors je vous propose de voir le sujet de Solène Boulante et après nous en parlons ensemble. Moi j'ouvrais que le balai. Dans l'attente de leur jugement, les 2 adolescents de 13 ans interpellés jeudi dernier pour l'incendie d'une école à Meyzieux ont été placés sous contrôle judiciaire. Selon les informations du Figaro, ils comparaîtront pour dégradation volontaire par moyens dangereux. Et le contrôle judiciaire, c'est une mesure restrictive de liberté, mais en clair, vous êtes à l'extérieur et vous devez répondre à un certain nombre d'obligations, ne pas vous rendre dans certains lieux, pointer un commissariat, etc. Mais en soi, vous êtes effectivement à l'extérieur, vous n'êtes pas dans un centre privatif de liberté. Mercredi dernier, en fin d'après-midi, les 2 élèves s'étaient introduits dans l'établissement en brisant une vitre. Je sais pas, il y a juste une vieille alarme incendie. Les 2 individus avaient dégradé les locaux avant de mettre le feu à plusieurs endroits. Cette elle est là depuis qu'on était petits, elle était là. Le feu s'était propagé dans l'établissement, détruisant 2 salles de classe. Au total, 4 départs de feu ont été décelés devant et derrière l'école, selon nos confrères du Figaro. Non, c'est méchant, là, il y a encore les dés qui arrivent. Il y a encore une voiture de dés qui arrive. Un autre lycée est mis à disposition pour accueillir les 240 élèves de l'école primaire, qui reste fermée pour une durée indéterminée. Là, on a un cas d'école, si j'ose dire, qui vient contredire les paroles publiques et notamment celles du président de la République, qui dit qu'il faut davantage de sévérité et agir tout de suite. On va écouter d'ailleurs ce qu'il disait sur la sécurité, le président de la République, dans ce podcast d'1h45. Je pense qu'il faut qu'on aille beaucoup plus vite, beaucoup plus fort sur la sécurité, c'est clair. Et c'est un de mes regrets. Et si, je veux dire, une des choses que j'ai retenues de l'élection aux européennes et du message envoyé le 9 juin, c'est ça. On doit aller plus vite, plus fort sur la violence des mineurs, à la fois par un effort éducatif, l'accompagnement des familles, une politique de la jeunesse, mais également en répondant beaucoup plus vite quand on a des mineurs qui deviennent délinquants. Il n'y a rien qui justifie des situations qu'on est en train de vivre, d'extrême violence, de viol de mineurs. Et donc là, il faut qu'on aille beaucoup plus vite, plus fort, comparution immédiate, peine immédiate, pour qu'à la fois elle soit visible par tout le monde et intelligible par tout le monde. Bon, on a un cas d'école depuis des années qui fait que les Français ne croient plus en leurs hommes politiques. Non seulement on ne va pas plus vite, plus fort, on va moins vite, moins fort. Moins vite, moins fort. Donc là, on a un cas d'école qui vient contredire la parole présidentielle. Pourquoi ces 2 jeunes gens ne sont-ils pas incarcérés ? Alors, je vais me permettre de paraphraser l'avocat qui était dans votre reportage. Ils ne sont pas en totale liberté. Ils sont sous contrôle judiciaire qui est... Je vous vois venir, qui est non, ils sont en liberté, en contrôle judiciaire. Pourquoi ces jeunes gens ne sont-ils pas incarcérés ? C'est simple comme question. D'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Vous savez, pourquoi ne sont-ils pas privés de liberté ? Mais il y a une conception philosophique aussi à retenir. Quand vous avez un gamin de 12, 13 ans, 14 ans, que vous allez emprisonner, pourquoi pas ? Mais c'est ce que dit le président de la République, autrement qu'ils ne le disent pas. Mais admettons. S'il disait le contraire, le président de la République, ça ne me dérange pas. Il dit faut changer les choses. Oui. Non, mais c'est ce qu'il dit. Oui, mais les changer, mais pourquoi faire ça, les effets d'annonce, pourquoi pas. Mais lorsque vous allez emprisonner un gamin de 13-14 ans pendant 5 ans, il ressort à 18-19 ans. Vous allez en faire quoi derrière ? Est-ce que vous prenez le risque d'en faire un criminel en puissance ? Il est délinquant, peut-être un criminel en puissance. Ou est-ce qu'après 5 ans de privation de liberté, 5 ans d'emprisonnement, il sera capable de se réinsérer dans la société ? Elle est là la vraie question. Et donc, je ne dis pas que c'est facile, mais à 13 ans, trouver une peine adéquate est très compliqué. Parce que l'emprisonner, pourquoi pas, mais vous allez totalement peut-être le déscolariser, le sortir complètement de la société. C'est un risque sérieux à prendre en considération. Ou alors, à 18-19 ans, mais j'entends monsieur Bovis, mais j'entends ce que vous dites, monsieur Bovis. Ce que je souligne, c'est que le président, alors qu'Emmanuel Macron ne dise rien, qui dise à la limite ce que vous dites là. Non, parce mais que... quand il dit qu'il faut aller plus vite, plus fort pour les mineurs, et que 24 heures plus tard, vous voyez bien d'ailleurs, je pense que beaucoup de magistrats sont sur votre ligne. En fait, tout ça, c'est du flan. C'est ça que je veux vous dire. Et c'est un vrai problème pour la société française. Parce que M. Macron parle, il fait du bruit avec sa bouche.
Oh, Parce que, mais sur ce sujet-là, en tout cas, pense que sur ce c'est sujet, en du tout cas, flanc. le Je seul peux pas point vous sur dire lequel- autre chose. La preuve, ça ne changera jamais. Non, mais Ça ne changera jamais parce que vous venez de nous expliquer que sans doute, il ne faut pas les enfermer parce que les magistrats ne veulent pas le faire et il n'y a pas de solution dans votre système. Non, mais le Donc point- il n'y en a pas. Si, Il n'y en a si, aucune. il y en a une. Sinon que l'école est brûlée. Non, il y en a une. Sinon que l'école Il y en a une. Je reprends le président de la République. Lorsqu'il dit une peine immédiate, que ce soit pour les mineurs ou les majeurs, le vrai problème de notre société aujourd'hui, du volet pénal, c'est la célérité. Lorsque vous avez un majeur ou un mineur qui commet une infraction et qui est sanctionné 6 mois, 8 mois, 1 an et demi après, voire parfois 2 ans après, ce n'est bénéfique pour personne, ni pour la victime, ni pour l'auteur. Ni pour la victime parce que pendant 2 ans ou pendant 8 mois, elle ne va pas se voir indemnisée non plus, elle ne va pas se voir reconnaître en qualité de victime. Et l'auteur, lorsque plusieurs mois se seront passés, voire parfois plusieurs années, il se sera reconstruit, il aura fait sa vie, etc. Et vous allez le sanctionner pour des faits anciens. Donc, lorsque vous arrivez à sanctionner, et j'en terminerai là, lorsque vous arrivez à l'attraper et que vous le sanctionnez immédiatement, vous allez empêcher, notamment, et aussi psychologiquement, de franchir la ligne rouge. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous allez la franchir, vous savez très bien que vous n'allez pas être sanctionné immédiatement, voire parfois peut-être passer à travers les mailles du filet. Donc c'est la célérité qui va peut-être permettre Éric Nolot et Vincent Herouet de résoudre le problème. Votre exposé, Éric Nolot. la prison ou rien. Non, Il pas devrait y avoir rien. quelque chose. Je vous dis simplement, je pense que... Non, les mineurs sont en centre éducatif fermé. D'accord, mais moi une je des pense solutions. que 95% des Français, pour une action aussi grave, on ne leur reproche pas d'avoir volé des carambars. Hein. Évidemment, bien sûr. Pour une action aussi grave, ils ne comprennent pas que ces gamins soient dans la nature. C'est tout. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Quand autant de Français pensent la même chose, je pense qu'il faut répondre à leur attente parce que c'est du simple bon sens. Des incendiaires d'école n'ont rien à faire en liberté. Il doit y avoir une sanction immédiate. Non, mais là-dessus, il y a deux choses. Un, on paye Vincent un laxisme, non pas forcément judiciaire d'ailleurs, mais on paye un laxisme dans le milieu éducatif, parce que pendant des années, on a préféré être plutôt bienveillant et accompagner plutôt que de sanctionner, mais à tous les échelons. Quand vous avez des gamins qui insultent des professeurs et qui se retrouvent le torse bombé parce que les parents derrière soutiennent, cautionnent ou se taisent, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Monsieur Bovis. Non, mais donc du coup, Je c'est le répète, laxisme judiciaire, parce que les chefs d'établissement ne sont pas soutenus par le rectorat, parce que parfois des chefs d'établissement ne soutiennent pas les professeurs. Pas de vague. Et le fameux pas de vague. Et donc vous avez des gamins qui se retrouvent tout puissants et qui basculent dans l'ultra-violence. Donc c'est pas forcément un laxisme judiciaire, c'est dans le milieu éducatif qu'il y a un vrai problème. Ce que je souligne, c'est que la parole publique ne vaut rien. Rien qu'Emmanuel Macron, il peut parler. Ça se heurte à la réalité. C'est ça que je souligne. Vincent Herouet et après Éric C'est un Revel. deuxième problème que le président pense qu'il suffise de parler pour changer le réel. Parce qu'en fait, il est dans la même dérive que les gamins. Tout le monde, nous tous, nous avons rêvé de mettre le feu au cahier et les enseignants au milieu. On chantait ça, c'était une comptine quand on était petit. Les cahiers au feu, les profs au milieu. je l'ai Oui, pas. bien sûr. Moi, j'avais des rapports courtois. Aujourd'hui, c'est le passage à l'acte. C'est-à-dire que les gamins, ils le font vraiment, parce que personne ne les a arrêtés avant. Moi, je ne sais pas ce qu'il faut leur infliger comme peine. Ce que je sais, c'est qu'il faut les saquer. Et il faut les saquer tout de suite. Parce que, autrement, l'année prochaine, ce sera 10 lycées qui fermeront. Juste petite C'est parenthèse. 10 collèges Juste petite Éric parenthèse Revel. par rapport. Non, mais par rapport. Pascal, pardonnez-moi. Éric Moi, ce Revel. qui m'étonne, c'est que vous étonniez sur la parole politique. Je me permets de vous le dire. Parce que, attendez, ce que dit Macron, évidemment, il y a un contexte électoral, mais vous vous souvenez ce qu'avait dit Gabriel Attal, ministre de l'Éducation ? Il avait dit qui casse, répare, qui salit, nettoie. Bon. Attendez, là, qu'est-ce qui va se passer ? Vous pensez qu'on va demander à ces jeunes de réparer, de nettoyer ? Pas du tout. Il va rien se passer du tout. Donc on soit étonné que la parole politique ne colle pas aux réalités. Mais pardonnez-moi, Pascal, mais ça fait des décennies qu'on fait que de la politique comme ça dans ce pays. Alors, non, mais quand même précision. Un majeur risque. Pierre-Henri Bovis, qui est avocat. Si la bande organisée est retenue, puisqu'ils sont deux, des majeurs risqueraient jusqu'à 20 ans de prison. Donc là, mineur, c'est divisé par 2, donc il reste quand même jusqu'à 10 ans de prison. Il faut quand même aussi, voilà. Mais au-delà de ça, ils sont dehors. Et ensuite, Le symbole. dernier point. Mais Monsieur Bovis, C'est vrai, ça c'est le code pénal. Monsieur Bovis, ce que. Ça n'a jamais existé. Mais dernier point Attendez, par rapport Vous-même, vous n'êtes pas dans la réalité. Monsieur Bovis. C'est pas vrai. Mais Il n'y a je sais pas pas un que gamin jamais. de 13 ans qui était condamné à 10 ans de prison pour un incendie, mon sang. Vous savez, je ne suis ni dans Minority Report, ni je lis dans une boule de cristal. Je ne sais pas ce que les juges décideront. En tout cas, ce que je sais, c'est que le code pénal des mineurs aujourd'hui prévoit jusqu'à 10 ans d'emprisonnement si la bande organisée est retenue. Monsieur Sinon, Bovis, ce n'est pas le cas, c'est 5 ans. Monsieur Bovis, je répète, vous avez un président de la République qui dit qu'il faut aller plus vite, comparution immédiate. Est-ce que c'est le cas ici ? Non. Est-ce qu'il faut aller plus fort ? Est-ce qu'ils sont en prison ? Non. Ils sont dehors. C'est l'exact contraire. Oui, Ce parce qui que la se loi le passe prévoit avec aujourd'hui, cet ouais. exemple est l'exact contraire de ce que dit un président de la République. Et ça ne changera jamais.
sauf à changer complètement de logiciel, ce que personne ne fera. Donc, ce pays, c'est une des raisons dans ce domaine-là pour lequel rien ne change et que certains peuvent considérer que c'est fichu. Alors que si tu prends ces gosses et que tu les mets demain en prison pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, croyez-moi, tu envoies des signes peut-être très importants pour toute une jeunesse. C'est qu'on ne peut plus brûler des écoles en France. On ne peut plus les brûler. Non. Ça s'appelle un signe, une politique pénale différente. Alors je sais que je me heurte à vous, aux avocats, je me heurte aux magistrats, je me heurte à tout le monde en disant ça. Vous avez en partie raison, mais aussi et surtout, il va falloir aussi impliquer les parents, parce que lorsqu'on a des gamins de 13 ans qui se retrouvent dans la rue avec une fourche et brûlent à une école, on se pose quand même la question du rôle des parents. Parce qu'un gamin de 12-13 ans, vous n'allez pas me dire, c'est une caisse de résonance par rapport à un environnement, par rapport à ce qu'il entend, à ce qu'il voit. Donc où sont les parents déjà premièrement, et deuxièmement, est-ce que les parents seront poursuivis civilement pour qu'ils réparent? Sabrina Medjeber. Pierre-Henri, le problème des politiques et des magistrats, c'est qu'ils raisonnent en termes d'âge, alors que c'est en termes de structure psychique qu'il faut essayer de comprendre ces gamins, pour qui certains d'ailleurs la vie n'a pas de valeur. Que ce soit les viols, que ce soit les couteaux, la couteauisation dont on a assisté depuis ces dernières semaines, que ce soit des lycées qui brûlent, que ce soit des directeurs d'établissements qui sont menacés, etc. On n'est plus du tout dans le raisonnement en termes d'âge. Là, on parle de mineurs. Pourquoi est-ce que les parents ne sont jamais sanctionnés sur le plan du code pénal et pas celui du code de justice des mineurs? Il y a quand même cet article qui n'a jamais été appliqué depuis 40 ans. Comment est-ce qu'on explique ça aujourd'hui lorsqu'on est parent de victime ou lorsqu'on est victime mineure? Alors, sur ce de la part de délinquants mineurs. Sur ce point, c'est très clair. On ne peut être poursuivi pénalement que pour des faits qu'on a commis soi-même. Évidemment, il y a une personnalisation de la peine. Mais sur cet article-là que vous mentionnez, c'est l'article qui permet de sanctionner pénalement des parents du fait des agissements de leur enfant. Et il faut réussir à démontrer, ce qui est quasiment impossible dans tous les dossiers, il faut réussir à démontrer le lien de causalité entre l'éducation qui a ou qui n'a pas été donnée et les délits qui ont été commis. Donc, si vous voulez, ce lien de causalité, cet article-là, il a été pondu juste pour faire plaisir à la population, il faut le dire quand même clairement, c'était un message envoyé un jour politiquement, mais qui juridiquement ne peut pas s'appliquer. Parce que vous ne pouvez pas démontrer la causalité. Mais monsieur Bovis, vous n'allez pas t'asseoir emprisonner des parents parce qu'ils... Mais monsieur Bovis, je vais vous dire... Monsieur Bovis... Un gamin de 13 ans aujourd'hui, il n'a rien à voir avec un gamin de 13 ans dans les années 50 ou 60. Cette violence devrait se retrouver dans les codes et la justice, pardonnez-moi. Mais ça, on est d'accord. Monsieur Bovis... On ne peut pas emprisonner des parents qui font des agissements de leurs enfants. Monsieur Bovis, cette conversation... En revanche, on peut les faire payer. Monsieur Bovis, cette conversation illustre exactement ce que je pense sur de multiples sujets, c'est que si tu ne changes pas tout, et tous les logiciels possibles, ça continuera. C'est ce que, intimement, je pense depuis tant de temps. Donc, vous dites pourquoi pas enfermer les parents? Pourquoi pas, en fait? Pourquoi pas? Donc voilà, et c'est ça, changer de logiciel, en fait. C'est de changer absolument tout. Des stades intermédiaires pour les emprisonner, c'est pas mal. Il y a des stades intermédiaires. Dans le temps, il y avait ce qu'on appelle des maisons de redressement, qui pouvaient exister. Alors ces gosses, il faut les aider. Puis après, il faut reprendre l'éducation, bien sûr. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je sais bien que ces gosses, souvent... Je ne veux pas dire qu'ils n'y peuvent rien, mais s'ils sont arrivés à ce processus-là, c'est qu'il s'est pas passé plein de choses avant. Mais il faut protéger la société. Il faut reprendre tout à zéro. En fait, il faut reprendre tout à zéro. Mais personne ne le fera. Personne ne le fera. Le président de la République a eu 7 ans pour le faire. Il a découvert qu'il y avait de la sécuité en France. Donc, mais là, je suis d'accord. Il fallait aller plus vite, plus fort. Et c'est le message qu'il a retenu des Européennes. Donc, il a retenu un message. Là où je suis d'accord avec vous, c'est que les enfants, soit on n'en fait pas, soit on en fait. Si on en fait, on est responsable et on s'en occupe. En tout cas, on les éduque. Mais surtout, vous êtes pénaliste. On les poursuit civilement pour qu'ils réparent, pour qu'ils payent. Oui, mais bon. Enfin, ce pays va à volo. Vous voyez bien. Quand des gosses attaquent une école, la font brûler, qui sont dehors, c'est que ce pays va mal, évidemment. En soi, attendez, vous êtes pénaliste? Je suis pénaliste, et effectivement, là où je suis d'accord, c'est que le message envoyé n'est pas le bon. Évidemment, mais on attend une réponse. On progresse. Non, mais on attend. Tout ça, je veux dire. Encourager des jeunes à brûler des écoles. Je veux dire. À mon modeste niveau, je ne suis ni Tessot, ni magistrat. Non, mais je vous assure, moi, je suis pas étonné. On a eu Madame Belloubet, on a eu Monsieur Dupond-Moretti. Enfin, bon, voilà, tu payes toutes les factures en même temps, tout ça est à volo. Les magistrats expliquent que lorsque le Rassemblement national sera au pouvoir, ils seront dans la rue. Bon.
Voilà, ça s'appelle la chienlit en fait. Mais surtout, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas tant le système judiciaire qui a changé. Évidemment, il y a des choses à changer, des choses à corriger, mais c'est le système éducatif. Comment des gamins de 13 ans, de 12-13 ans peuvent se retrouver dans une telle situation avec des parents qui laissent faire ou qui d'ailleurs parfois sont complaisants. Il est 9h17. Il est 9h17 et on peut parler peut-être du débat hier. Dernière ligne droite de cette campagne éclair des législatives. Gabriel Attal, Jordan Bardella, Emmanuel Bompard. C'est vrai qu'il y a quand même quelques différences. On voit que M. Bardella est peut-être plus en difficulté sur les sujets économiques, sur les sujets économiques par rapport à un Gabriel Attal qui maîtrise. Il a les dossiers sur son bureau. Bon, qui maîtrise. Bon. Je regardais également les tranches d'imposition LFI. Je trouve que c'est extraordinaire. Tranche d'imposition. Surtout la dernière. Oui, mais la dernière, à la limite. Eric Nolot est concerné. Bon. Hélas, non. La dernière. 90%. Bon, 90% pour les gens qui ont 400 000 euros en plus. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, je vais vous dire, ce qui m'intéresse le plus, c'est la tranche entre 61 000 euros et 102 000 euros. 61 000 euros. Parce qu'il y a des gens qui gagnent 4 000 euros par mois, ils ont 55 ans, ils ont 2 enfants, un qui est allé en études à Lille, l'autre qui est à Bordeaux, il faut payer les études, ils ont une maison, parfois une maison secondaire, etc. Bon, ces gens-là, ils ne sont pas riches, mais ils ont bien réussi dans la vie, ils ont un bon salaire, 4 000 euros, bon, etc. Ça s'appelle la classe moyenne. C'est le haut de la classe supérieure. Tout à fait. C'est la classe moyenne ancienne, vous voyez, la classe moyenne supérieure, qui avait une maison, et puis parfois une maison secondaire, et puis qui payait des vacances. On leur pique 45% d'impôts. Oui. Donc, ils passent de 61 000 euros, il reste 30 000, avec toujours leurs 2 enfants, un à Bordeaux, l'autre à Lille. Ces gens, c'est la paupérisation demain. Déjà, parfois ça peut être compliqué, c'est la paupérisation demain. Alors, effectivement, celui qui a 400 000 euros, on lui en enlève 90%, mais bon, il restera quand même beaucoup d'argent pour lui. C'est une philosophie punitive. On voit bien que c'est punitif, ce n'est pas un souci de justice ou de dire on va prendre l'argent pour l'utiliser. Il faut punir. 90%, ça s'appelle confiscatoire, et même pour les classes moyennes. Il n'y a plus de football, hein. Ah non. Il n'y a plus de football demain, il n'y a plus de footballeurs, il n'y a plus de grands patrons, il n'y a plus d'artistes. Mais les artistes, ils sont déjà souvent expatriés. Ils sont déjà à Los Angeles. De là qu'ils nous donnent leurs leçons. Mais déjà, juste sur ce point, parce qu'après, vous savez qu'il y a beaucoup aujourd'hui de cadres qui refusent d'être augmentés en termes de revenus, parce qu'ils savent qu'ils vont basculer à une tranche. Oui, enfin des cadres... Oui. Non, mais... J'en connais pas beaucoup. Il y a aussi des poissons volants, mais ça ne doit pas être la majorité de l'espèce. Vous voyez, des cadres qui refusent d'être augmentés, c'est pas quelque chose que je croise régulièrement. Non, mais quand je vous dis des cadres, en tout cas des employés qui, lorsqu'on propose d'être augmentés, vont passer sur la tranche supérieure et payer plus d'impôts que ce qu'ils n'en payaient déjà, et donc toucher moins en net que ce qu'ils touchaient. Ah, je suis pas sûr que quand on soit augmenté, à l'arrivée... il y a des systèmes où on est augmenté et on aurait moins d'argent à l'arrivée. Ah oui, selon la tranche d'imposition dans laquelle vous êtes, tout à fait. Et donc, mais non, parce que c'est progressif. Non, dans certains cas, vous pouvez payer plus. En général, ils demandent des avantages en nature. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que généralement... Une voiture en fonction. Mais j'allais venir. Une voiture en fonction, on contourne. C'est fiscalisé, une voiture de fonction. Bon, le débat. Oui, le débat. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Bon, moi, j'ai trouvé ça assez emmerdant, je vous le dis franchement. C'était un débat plutôt de comptabilité nationale où chacun avait appris ses fiches. Mais le sujet de l'augmentation du pouvoir d'achat, c'est un vrai sujet pour les Français. Hein. Il ne faut pas le négliger. Il y a des problèmes de pouvoir d'achat énormes en France avec l'inflation. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même que les gens comprennent une chose. C'est que si vous dites, je mets le SMIC à 1 600 € net par mois, c'est une des propositions du nouveau Front populaire. Il faut savoir que dans les PME et les TPE, qui font l'emploi en France. Ce n'est pas les grands groupes du CAC 40 qui font de l'emploi en France. Ce sont les PME et les TPE. Le problème, c'est que vous décalez à la hausse toute la grille des salaires. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui aujourd'hui a 1 600 € au bout de 10 ans de boîte, quand vous allez mettre... Il va se retrouver au SMIC. Donc, il va aller voir son patron et il va dire, patron bien aimé ou pas bien aimé, il faut que vous m'augmentiez parce que moi, je peux plus être payé au SMIC. Et donc, vous allez avoir un décalage à la hausse de la grille des salaires dans les PME. Et comment ça se traduit, M. Bompard, tout ça ? Ça se traduit par des coûts de production supplémentaires. Et si les coûts de production sont supplémentaires, ça s'appelle comment ? De l'inflation. C'est la raison pour laquelle Delors, grand ministre des Finances socialiste, avait déconnecté les salaires et l'inflation. Parce qu'Éric Nolot, si vous augmentez brutalement... Parce que je vois que vous n'êtes pas d'accord avec moi, comme souvent. Mais si vous augmentez brutalement, et je ne nie pas qu'il y a un problème de pouvoir d'achat, mais le yaka, faucon, coup de baguette magique du Front populaire, c'est une escroquerie intellectuelle et économique. Éric Nolot. C'est pas pour ça que je secouais la tête, c'est que
il était évident dans le débat d'hier soir qu'il y a quelqu'un qui s'y connaît mieux que les deux autres, mais c'est pas ça qui va jouer. Mais non. C'est-à-dire, ce que propose le Rassemblement national ou ce que propose le Front populaire, ça ne va pas se jouer. Est-ce que c'est faisable ou pas? Est-ce que c'est plausible ou pas? Il y a une volonté de changement parce que les gens se disent on a essayé les compétents et on est dans la situation actuelle. Donc on a beau me dire que Bardella est moins compétent, voire incompétent, ça ne jouera pas dans le vote de beaucoup de personnes. C'est ça qui crevait l'écran hier soir en réalité. C'est qu'on ne fait plus confiance aux compétents. Voilà. Vous en restez sans moi, mon cher Revel. Non, mais c'est un argument que j'utilise. Quelques phrases. Quelques phrases. Les compétents, les super diplômés, les super génies pendant 40 ans. Quand vous me reprenez, vous êtes très brillant. Voilà. Bon, quelques phrases, mais on les verra peut-être après la pause parce qu'il est déjà 9h23 et je pense que Thomas Hill est avec nous. Et Thomas Hill, je le salue. Bonjour, cher Thomas. Bonjour Pascal.